الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science. What happened on 9/11 is a phony, and we've never learned the truth about 9/11. The whole agenda, they have all the money they want. They can make all the money they want. They have them shit, they can make all the money. It's not about money, it's about control. It's about their vision of how they want to see the world. You hear George Bush saying democracy means freedom. No. Democracy equals New World Order. I believe God put me on this earth to be the best person I could be, and put everybody on this earth to be the best they could be. You have to stand up for what's right in life. And unless you do that, you're nothing. Between his shoulder blades, in a heaving Mount Hira, the revelation came. Read, O Muhammad, read in Allah's name. May the blessings of Allah be on Al-Mustafa. None besides him could have been Al-Mujtaba. Muhammad, peace be upon his soul. The greatest of prophets, Islam was his only goal. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. From among all the prophets, Muhammad was the last, as his was a mission of the greatest task. There was only moral degeneration. People clung to idol adoration. For all nations he was Al-Mukhtar. So was he praised by Allah, the only one. Say he's Allah, the only one. Ce volet que nous intitulons le contrôle des ressources sur le sol des musulmans est illustré par différentes séries d'images faisant intervenir des personnages célèbres sur la voracité des sauveurs qui ne courent en réalité qu'après les larges ressources dont Dieu a favorisé la communauté musulmane. Suivez respectivement Aaron Russo, Michel Colomb et Tariq Ramadan. Nobody's like him and he's like... Eric, can you be specific about when you met Rockefeller, how it happened in these discussions? I met Rockefeller through a female attorney I knew who called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I had made a video called Mad as Hell, and he'd seen the video and wanted to meet me and knew I was running for governor of Nevada. So sure, I'd love to meet him. And I met him and I liked him, and
He was a very, very smart man, and we used to talk and share ideas and thoughts. And he's the one who told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event. Never told me what the event was going to be, but there was going to be an event, and out of that event, we were going to invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. And we'd go after Chavez in Venezuela. And sure enough, later 9/11 happened, and I remember he was telling me how you're gonna see soldiers looking in caves for people in Afghanistan and Pakistan and all these places, and there's gonna be this war on terror, of which there's no real enemy, and the whole thing is a giant hoax, but it's a way for the government to take over the American people. He told you it was going to be a hoax. Oh yeah. There's no question. He says, there's going to be war on terror, and he's laughing. There's no, who are we fighting? I mean, why do you think 9/11 happened, and then nothing's happened since then? Do you think that our security is so great here that these people who pulled off 9/11 who were able to can't knock down another plane? Come on, it's ridiculous. 9/11 was done by people in our own government and our own banking system to perpetuate the fear of the American people into subordinating themselves to anything the government wants them to do. That's what it's about, and to create this war, this endless war on terror. And that's why and that was the first lie. And the next lie was going into Iraq, to get Saddam Hussein out with his weapons of mass destruction. That was the next lie. Now, specifically, this was a little over 6 years ago. This was 11 months before 9/11. Yeah. And Nick Rockefeller, who's a lawyer, he's become your friend over the previous years, and he's saying to you that there's going to be this big event, and then out of that we're going to have a war on terror, and it's just going to go on and on. Right. An endless war on terror without any real enemy. That you can never define a winner. And did he say that it's going to be perfect because you can't define an enemy and it just goes on? Yeah, because you can't define a winner. There's no one to beat, so it goes on and on forever. And they can do whatever they want. They scare the hell out of the American public. Look, this whole war on terror is a fraud. It's a farce. It's very difficult to say it out loud because people are intimidated against saying it. Because if you say it, they want to make you into a nutcase. But the truth has to come out. That's why I'm doing this interview. The fact of the matter happens to be that the whole war on terror is a fraud. It's a farce. Yeah, there's a war going on in Iraq because we invaded Iraq. And people over there fighting, But the war on terror, it's a joke, And until we discover what really happened on 9/11 and who was responsible for 9/11, because that's where the war on terror emanates from. That's where it comes from. It was 9/11 that allowed this war on terror to begin. And until we get to the bottom root of 9/11, the truth of 9/11, we'll never know about the war on terror. Aaron, you said that he was, and I think it's important, and I know this about the Rockefellers, from Dr. Dennis Cuddy and many others, who literally... Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda, ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN. Il a dit, ah non, on n'a pas dit ça, c'était faux. L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. Je pense que ce serait important de prendre du recul, comme on vient de le faire, de remettre ça dans un contexte. Et justement, puisque vous m'avez fait l'honneur de m'inviter dans cette émission, qui est assez exceptionnelle, néanmoins, je pense que vous avez fait une erreur en m'invitant, parce que quand j'entends toutes ces choses-là, je me sens un peu un idiot. Ça fait déjà 10 fois qu'on m'explique la différence entre un bon arabe et un mauvais arabe, et je dois être idiot parce que j'ai toujours pas compris. Quel est le critère pour l'Europe, pour les États-Unis, pour distinguer
le bon arabe et le mauvais arabe. Si on songe naïvement, par exemple, c'est là où on organise des élections. Alors dans le monde arabe, il n'y en a pas beaucoup, effectivement, mais il y en a eu une, c'était en Palestine. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le Hamas a eu 56%. Le cher président palestinien non élu ou pas réélu, qui est l'ami de l'Europe et des États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a destitué le Premier ministre qui avait 56% et il a nommé un type qui en avait 2%. Alors là, on se dit, bon, ça c'est un mauvais arabe, il n'applique pas, il ne respecte pas les élections. Non, c'est lui le bon arabe, et ceux qu'on a bombardés, c'est les Palestiniens parce qu'ils avaient mal voté. Alors on peut essayer de trouver un autre critère, on peut dire par exemple, c'est la question des femmes. Et là, on peut dire, oui, le Hamas sur la question des femmes, pas excellent. Mais je me souviens, pour avoir été en Irak, justement, pour voir les conséquences sur la population civile des bombes que votre camp avait lancées. Je me souviens qu'en Irak, il y avait peut-être beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais il y avait une éducation et des soins de santé formidables. Et j'ai vu des femmes dans des ministères qui commandaient à des hommes et tout le monde trouvait ça normal. Comparé maintenant, donc, je me suis dit, ça c'est des bons Arabes. Non. Les Irakiens, vous vous souvenez, Madeleine Albright disait, est-ce que ça vaut la peine que 500 000 enfants irakiens soient morts à cause du blocus et de l'embargo appliqué par les gens que vous admirez, les États-Unis, la France, etc. Et elle a répondu oui. Donc les Irakiens qui avaient émancipé la femme, c'était pas les bons Arabes. Les bons Arabes, c'est par exemple l'Arabie Saoudite, où il est interdit à une femme d'aller, de faire des études, de voyager, d'aller à l'hôpital sans son mari, etc. Eh bien, je voudrais, mais je ne vais pas vous interrompre, mais je voudrais continuer ce point pour montrer qu'on est complètement dans l'hypocrisie et dans le deux poids et deux mesures. Si vous prenez un autre critère, par exemple le terrorisme, en principe, un bon Arabe, ça va être quelqu'un qui ne fait pas d'attentat. Pas de chance, il y a un certain Ben Laden qui a fait des attentats contre un gouvernement en Afghanistan sur lesquels on pouvait dire des choses, mais qui avait émancipé les femmes. Et là, on a, Ben Laden, mauvais arabe. Alors, non. Le gouvernement dont vous parlez, celui de Najibullah, qui était soutenu par les soviétiques. Exactement, dans les années 80 en Afghanistan. Et donc, on va dire Ben Laden, il fait des attentats, c'est un mauvais arabe. Ah non, il est aidé, financé par M. Carter, Brzezinski, etc. À l'époque. Donc, on dit Ben Laden, mauvais arabe. Bon arabe, puisqu'il fait des attentats financés par les États-Unis. Malheureusement, après, il fait les mêmes attentats contre les États-Unis, et donc le bon arabe devient un mauvais arabe. Si on prend maintenant la question actuelle, la question de la violence et de la répression, on nous dit Kadhafi a tiré sur les civils, on attend les preuves, on nous dit il y a 6 000 morts, puis c'est 2 000, puis c'est 200, puis etc. Je pense qu'il est impossible dans ce genre de situation. Les gens qui disent qu'ils ont un chiffre précis, c'est pour moi des charlatans, mais de toute façon, il y a toute une série de satellites qui ont indiqué que c'était pas prouvé. Je pense qu'on ne les voit pas à la télévision, ça c'est sûr. Voilà, et on n'a pas ces choses, donc ça, on le répète, on passe en boucle. Il faut se souvenir qu'il y a eu des médias mensonges avant. Il faut quand même se souvenir qu'avec Google maintenant, si je veux voir dans votre jardin la couleur de vos chaussures, je peux. Et les États-Unis ne seraient pas capables de nous montrer les massacres de 6 000 personnes qui ont eu lieu. Michel Colomb, vous savez bien que quand vous regardez sur Google dans mon jardin, c'est il y a 6 mois que vous voyez mon jardin. Non, c'est il y a 1 heure. Non, ça a changé alors. Ouais, ça a changé. J'ai regardé récemment mon jardin, c'était il y a 6 mois. Juste un point pour conclure ce raisonnement par rapport justement à ça. Admettons même que Kadhafi ait fait des choses. C'est certainement pas un tendre et c'est pas mon modèle de dirigeant pour un pays du tiers-monde. Mais il y a une chose quand même. Au moment où on fait cette résolution pour aller bombarder en Libye, et j'ai été en Irak, j'ai été en Yougoslavie, je sais ce que font les bombes, et vos bombes françaises, vos bombes des États-Unis vont tuer des gens, des femmes, des bébés, des vieillards, et ça, dans quelques jours, on va le voir, et il faudra réfléchir à la responsabilité qu'on prend. Au même moment, qu'est-ce qui se passe au Yémen? Il y a des massacres épouvantables de manifestants civils qui, ceux-là, sont vraiment désarmés, et qu'est-ce qu'on fait? Les États-Unis et la France aident le Yémen. Il se passe au Bahreïn des choses épouvantables où on tire directement sur des manifestants désarmés, et qu'est-ce qui se passe? Ce sont les États-Unis qui l'ont organisé en envoyant 2000 Saoudiens pour aller tirer sur les manifestants désarmés. Alors je m'excuse, si on veut changer de régime, si on veut mettre fin à certaines dictatures, eh bien je peux fournir à M. Sarkozy et à Obama l'adresse où se trouve le roi Fahd, et ils n'ont qu'à commencer par celui-là. Seulement, évidemment, celui-là, c'est leur ami, il leur dit merci. Et le bon arabe, finalement, dans toute cette définition, c'est l'arabe qui est à genoux, qui donne son pétrole aux États-Unis, et celui-là, il pourra traiter les femmes en esclaves, commettre des tortures, du terrorisme. Celui-là, on lui fera rien, parce qu'il dira toujours merci aux États-Unis et à M. Sarkozy. Mais de toute manière, tunisienne, contre Ben Ali,
en disant on en a marre que ce type se remplit les poches et de sa répression et de ses violences, à ce moment-là, que fait votre ministre? Elle propose ses flics pour aller aider à matraquer les manifestants. Si vous voulez me faire dire que le gouvernement et Ben Ali, la France, je m'excuse, l'a protégé jusqu'au pied de l'avion qui l'emmenait. Et là, tout d'un coup, vous me dites que toucher... est allé trop loin. Kadhafi est allé trop loin. Je vous laisserai parler, mais si vous voulez me laisser oui, mais vous parlez gentiment beaucoup terminer. Et vous dites des choses incroyables et d'une simplicité biblique. Je dis des choses qui ne sont pas à la télévision tous les jours, comme ce que vous avez dit. Et c'est pour ça que ça peut prendre... On ira plus vite si on va pas ensemble. Et c'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps pour que ça puisse être expliqué aux gens. Après tout, ce sont des choses qu'on dit absolument pas dans le journal télévisé. Donc je voudrais quand même dire une chose. Votre gouvernement qui protège... Mais c'est aussi le vôtre, en fait. Oui, il est belge. Il est belge. Ah, vous êtes belge. Mais moi, je suis belge, personne n'est parfait. Et si on veut aller au fond, si on veut aller au fond des choses, si vous ne coupez pas, je pense que le spectateur aura plus de chances de se faire une idée des deux positions. En fait, les États-Unis et la France ont essayé de protéger Ben Ali et Moubarak jusqu'à la dernière seconde. Et le cas d'Gaddafi est légèrement différent parce que, oui, c'est un dictateur, oui, c'est un corrompu, oui, il y a des comptes en Suisse, mais d'un autre côté, il a nationalisé le pétrole et là, il a déplu à Exxon, à Total et à BP, il a soutenu les Palestiniens et là, il a déplu aussi. Et ce qui se passe, c'est que les États-Unis, leur déplaisait pas du tout. Ce qui se passe, c'est que les États-Unis et la France essayent en fait de casser le printemps arabe. On ne le soutient pas du tout. En Tunisie et en Égypte, on a essayé de mettre des sous-fifres à la place de la même chose. On change 2-3 figures, d'ailleurs mourantes, pour que rien ne change sur l'essentiel. Et en Libye, je pense, comme il a été dit, qu'il y a un soulèvement populaire, il y a des aspirations, effectivement. Il y a aussi une guerre civile provoquée, armée par les États-Unis et par la Grande-Bretagne. Et on veut un changement de régime, parce qu'il y a une chose que les États-Unis craignent énormément, c'est que si vous avez la Tunisie, l'Égypte qui continuent à évoluer, et la Libye qui forment un ensemble opposé aux États-Unis, opposé à Israël, mais là on est dans les véritables buts de guerre de toute cette histoire-ci et de cette guerre en Libye. Un, c'est le pétrole, il faut quand même avoir le courage de le dire. Comme en Irak, c'est une guerre pour le pétrole, parce qu'il s'agit de contrôler le pétrole partout, qui rapporte énormément. Et deux, il s'agit de bloquer le monde arabe qui est en train de dire, ben, ce pétrole, au lieu qu'il aille dans les poches de Total et de Chevron, il pourrait servir à ce qu'on fasse comme Chavez ou comme Evo Morales un développement social avec l'éducation, des soins de santé gratuits pour tout le monde, un travail pour tout le monde, que le pétrole soit utile et pas comme vos amis, le roi Fahd et les émirs du Qatar, qui construisent avec le pétrole des tours de 600, 700, 800 mètres dans lesquelles une suite ça coûte 20 000 € la nuit. Et ça sert à quoi ça pendant qu'il y a des grèves de la faim partout dans le monde? Oui, il y a quand même 2-3 choses sur lesquelles il faut être clair. On dit comme si ça semblait normal, naturel, on va changer de régime. C'est illégal au regard du droit international. On a le droit d'intervenir pour défendre un pays victime d'une agression. Pas pour, dans le cas d'une insurrection armée, dire qu'on soutient tel camp à la place de tel autre. Si on commence à autoriser n'importe quel pays à intervenir sur ce genre de choses, mais demain la Russie va dire ce qui se passe au Bahreïn c'est dégoûtant, moi j'interviens et je change de régime au Bahreïn. Et la Chine va dire l'Arabie Saoudite ça ne me plaît pas. Voilà, mais je prends des hypothèses théoriques pour qu'on se rende compte que c'est ridicule. Deuxièmement, je voudrais dire ceci, il y a quand même une prétention des maîtres du monde européens et des États-Unis à dire c'est nous qui savons ce qui doit se passer là et là. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Ronnie Broman a dit au point de départ. Un peuple qui veut se libérer et changer ses dirigeants, il en a le droit. Vous n'avez pas le droit à sa place. S'il y a vraiment une révolte populaire et une unité populaire, il renversera même des gens qui paraissaient indétrônables comme Ben Ali et comme Moubarak. Et par rapport à cette prétention qui m'agace terriblement de l'européen, je voudrais dire cette chose-ci. On parle de la communauté internationale. Ça c'est un gros média mensonge. Parce que non seulement la Chine, la Russie, l'Allemagne ont voté contre, mais quand vous regardez l'Amérique, la Chine s'est abstenue. Mais quand vous regardez l'Amérique latine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit on soutient la proposition de médiation de Chavez. Je rappelle que si vraiment le but qu'on avait c'était d'empêcher des massacres de gens ou d'empêcher qu'on se batte, Chavez avait fait une proposition de médiation soutenue par la Ligue arabe et par l'Union africaine
Et on l'a refusé. Pourquoi? Et il se passe la même chose à chaque guerre. Contre l'Irak, contre la Yougoslavie, contre l'Afghanistan, il y avait chaque fois des propositions négociées et c'est l'Europe et les États-Unis qui les refusent. Donc c'est qu'il y a des buts cachés et effectivement on essaye de renverser Kadhafi et on voulait protéger Ben Ali et Moubarak parce qu'il s'agit de garder le contrôle sur le monde arabe, sur le pétrole et de garder la place d'Israël dont on ne parle absolument pas. Plus loin, c'est que toute l'expérience historique, alors il y aurait vraiment une sorte de miracle, une épiphanie démocratique qui nous tomberait dessus. À chaque fois qu'il y a eu des interventions pour la démocratie, ce qui a été semé, c'est le nationalisme et la haine. Depuis Napoléon, nous devrions savoir ça. Nous avons 2 siècles de recul derrière nous. Nous n'avons pas un seul exemple, je dis bien pas un seul exemple, qui puisse démontrer le contraire. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, l'histoire inverserait son cours, les mécanismes seraient mis cul par-dessus tête et la démocratie jaillirait des cratères de bombes? Je pense que les gens qui nous regardent et qui essayent de se dire qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut intervenir par rapport à ces situations, peuvent se dire 2 choses. La première, c'est que chaque guerre précédente nous a été vendue avec ce qui s'est avéré par après, un média mensonge, comme vient de le dire Ronnie Broman. Donc, est-ce que les médias qui nous ont menti sur le Vietnam, sur l'Irak, sur la Yougoslavie, sur l'Afghanistan et sur toute une série d'autres encore, chaque fois qu'il y a une guerre, est-ce que cette fois-ci, par quel miracle, ils diraient la vérité? La deuxième chose, c'est que vous êtes, je trouve, un peu léger en disant il faut bombarder. Pour avoir été en Irak et en Yougoslavie, je vois les conséquences, je vois ce que ça veut dire comme souffrance pour des populations. Je pense que les Français et les Européens doivent se poser la question, est-ce que j'accepte qu'on bombarde en mon nom ces populations? Et est-ce que dans tous les pays où l'Europe et les États-Unis ont bombardé, est-ce que ça va mieux maintenant? En Irak, il y avait dans les années 80, il y avait dans les... Je ne vous ai pas interrompu. Repartez pas parce que j'ai terminé vite. Oui, très vite. Si on ne m'interrompt pas, ça ira très vite. En Irak, le pays avait été libéré de l'analphabétisme dans les années 80. Maintenant, vous avez 40% d'enfants qui ne vont plus à l'école et vous avez un Irakien sur 6 qui est analphabète. En Afghanistan, le trafic de drogue a explosé. Au Kosovo, c'est devenu la plaque tournante du trafic de drogue, du trafic de femmes vers l'Europe, etc. C'est pire parce que les États-Unis et l'Europe ne sont pas la solution à ces problèmes, ils sont généralement la cause, ils sont le problème. Je pense aujourd'hui que la France n'intervient pas au Mali pour la dignité du peuple malien, mais qu'elle a d'autres raisons de le faire. Une intervention était absolument indispensable pour éviter tout simplement l'effondrement de l'armée malienne. Il y a effectivement cette ambition qui est là, qui est dans le cadre d'une opération qui est assez légitime, il faut le préciser. C'est à la demande des autorités maliennes, donc la France intervient dans ce canevas. Ces terres du nord du Mali regorgent, et il y a eu des forages, plus de 100 millions de dollars ont été investis par des multinationales algériennes, françaises, américaines, pour savoir ce que regorgeait de ressources pétrolières, de gaz et d'uranium, la région qui est extrêmement riche apparemment. Je pense que ça c'est aussi la responsabilité des musulmanes et des musulmans à travers le monde de dire que ça c'est absolument illégitime, c'est anti-islamique, ça ne correspond en rien aux enseignements. L'islam que je connais du nord au sud du Mali, pourrait confirmer, est un islam modéré. Il y a eu des métastases qui sont venues de Libye, c'est-à-dire des gens qui ont exporté ou importé, comme vous voulez, un islamisme qui ne correspond absolument pas à la tradition des Touaregs ou à la tradition des Noirs ou des Arabes qui sont au Mali. On a laissé s'installer ces groupes-là avec l'idée d'une intervention et que la France n'a pas pris la décision d'intervenir il y a quelques jours, qu'elle avait la décision d'intervenir déjà il y a quelques années. Les Africains ne nous intéressent que quand on sait considérer ce qu'il y a sous leur sol, les ressources minières. Ça fait 5-6 ans maintenant que, peut-être pas la France, mais les États-Unis d'Amérique essayent véritablement de renflouer en tout cas les forces militaires du Mali à raison de 600 millions de dollars par année. Finalement, il faut bien à un moment ou à un autre que ce soit la France ou quelqu'un d'autre intervienne. Vous allez nous dire que pendant 5 ans, on n'a jamais réussi à armer et à laisser le gouvernement malien et ceux qui sont autour intervenir et qu'il a fallu 2000 à 3000 hommes français avec leur appareil pour que la situation puisse se renverser. Nous avons des groupes qui ont un ascendant algérien qui est toujours là, plus des groupes qui ont les avatars qui sont nés au Mali, qui donc cette
c'est Ansar ad-Din qui est donc la version islamiste radicale Touareg, si vous voulez. En gros, pour faire vite, la guerre a changé, la guerre est beaucoup plus fluide, elle est asymétrique comme on dit. Et cette complexité, c'est ce par quoi les Américains sont passés en Afghanistan et en Irak, et on a vu le résultat. On a vu la riposte algérienne extrêmement ferme, sans aucun état d'âme. Est-ce que ça vous a surpris? Pas du tout. Ce n'est pas du tout pour surprendre ceux qui connaissent la situation de l'Algérie depuis 20 ans. C'est choquant de donner aussi peu de crédit à la vie des personnes, de ne pas négocier, de tirer sur tout ce qui bouge jusqu'à tuer des otages et à tuer des gens. On ne peut pas déshumaniser même l'ennemi, même le pire. Encore une fois, on ne peut pas déshumaniser jusqu'à Ben Laden. Si vous avez 14-15 ans, on vous recrute, on vous offre $500 par mois dans un pays où le salaire moyen est $10 par mois. On vous offre $500 par mois, vous allez sur une Toyota, on vous donne une arme, vous êtes quelqu'un. Donc je crois qu'il faut se garder de coller l'étiquette islamiste sur... On est dans une situation beaucoup plus complexe. Je sais, comme beaucoup de gens, que les sites pétroliers et gaziers sont sécurisés. Pourquoi celui-là en particulier ne l'est pas? Le plus grand scandale, le plus grand étonnement, le plus grand questionnement, il est là. Mais je suis désolé, je n'ai pas de réponse à cette question. Aujourd'hui, il y a un bon usage du terrorisme qui consiste à laisser parfois ces gens travailler, laisser parfois les choses s'installer et utiliser ceci à des fins qui sont de se présenter comme des libérateurs, des défenseurs de la démocratie, mais sans nous parler des intérêts des autres intéressés. Si la France n'était pas intervenue, pourquoi est-ce que le monde musulman modéré, le monde musulman qui respecte la diversité, n'est pas intervenu pour dire à ces islamistes: assez, vous êtes en train de discréditer une religion, vous êtes en train de discréditer une idéologie aussi. Pourquoi est-ce que... Alors, qui aurait dû intervenir? La grande question est de savoir si la Ligue arabe, par exemple, est assez indépendante pour donner feu vert à une intervention dans un pays comme le Mali. L'autorité pour la recherche pétrolière, OREP, confirme le potentiel du sous-sol du Nord Mali en matière de ressources minières, essentiellement gaz et pétrole. On en découvre également l'or noir, le diamant, le fer, la bauxite, l'uranium, pour ne citer que ceux-là. Vous devez dès à présent faire preuve de ne plus blâmer ou d'accuser les musulmans de ce qui se passe au nord du Mali. C'est des groupes soi-disant islamistes, mais la vérité est tout autre. C'est les marionnettes à la solde des Occidentaux, représentées principalement par les Français, pour vous contrôler. Pour pouvoir contrôler le désert du Sahara au fin de s'approprier les ressources. C'est la politique de créer eux-mêmes leurs propres ennemis qu'ils vont par après combattre. Une sorte de mise en scène pour avoir le contrôle du territoire afin de mieux organiser le pillage de leurs ressources. Hier, c'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan, Irak, en Libye, la Syrie actuelle et j'en passe. Les Occidentaux, avec en tête les États-Unis, se préoccupent davantage du pétrole d'une nation que de son peuple. Sans quoi, ces tueurs d'enfants n'auraient pas entre autres choses renversé le gouvernement laïque irakien sous le prétexte de chasser Al-Qaïda, Saddam Hussein, fief et longtemps soutenu par ses amis américains, avant que ceux-ci se rendent compte qu'il était plus fructueux de le renverser sous un prétexte aisément réfuté par toute personne qui ne soit pas totalement incluse. Et renverser le gouvernement taliban qu'ils ont eux-mêmes armé contre le gouvernement afghan d'alors, ce qu'ils ont aussi fait avec ce pur produit made in USA qu'est Ben Laden. Aujourd'hui, à l'ombre de Mounjao, Acme, en Sardine, Boko Haram, MNLA et le reste, ils s'installent dans le désert du Mali afin de faire main basse sur les richesses pétrolières tout en dénaturant les vraies valeurs de l'islam. Remarquez le caractère de répéter chaque fois les mêmes choses. C'est pas un hasard, c'est de réécrire l'histoire et c'est une traité avec Lucifer. Tout ceci savamment consigné dans leur soi-disant nouvel ordre mondial. Qui mieux que ce député belge Laurent Louis, que vous allez suivre tout de suite, pourrait résumer tous les scandales politico-géostratégiques développés jusqu'ici. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, chers collègues, la Belgique est bien le pays du surréalisme. Ce matin, on apprend dans la presse que l'armée belge est incapable de lutter contre les quelques militaires extrémistes aux convictions islamistes radicales qui existent en son propre sein.
et qu'il est impossible de les licencier faute de moyens juridiques suffisants. Et par contre, dans un même temps, nous décidons d'aider la France dans sa lutte contre le terrorisme en lui apportant une aide logistique pour son opération au Mali. Que ne ferions-nous pas pour lutter contre le terrorisme en dehors de nos frontières? J'espère juste que nous aurons bien veillé à ne pas envoyer pour cette opération antiterroriste au Mali ces fameux soldats belges islamistes. Je le dis sous la forme de l'humour, mais ce qui se passe actuellement dans le monde ne me fait pas rire du tout. Ça ne me fait pas rire car sans aucun doute, les dirigeants de nos pays occidentaux sont en train de pendre les peuples pour des imbéciles avec l'aide et le soutien de la presse, qui n'est plus aujourd'hui qu'un organe de propagande des pouvoirs en place. Un peu partout dans le monde, les interventions militaires et les déstabilisations de régimes deviennent de plus en plus fréquentes. La guerre préventive est devenue la règle. Et aujourd'hui, au nom de la démocratie ou de la lutte contre le terrorisme, nos États s'octroient le droit de violer la souveraineté de pays indépendants et de renverser des dirigeants légitimes. Il y a eu l'Irak et l'Afghanistan, ces guerres du mensonge américain, sont venues par la suite la Tunisie, l'Égypte, la Libye, où, grâce à vos décisions, notre pays a participé en première ligne à des crimes contre l'humanité pour renverser à chaque fois, des régimes progressistes et modérés et pour les remplacer par des régimes islamistes dont, et c'est quand même bizarre, la première volonté fut d'imposer la charia. Il en est de même actuellement en Syrie, où la Belgique finance honteusement l'armement des rebelles islamistes qui tentent de renverser Bachar al-Assad. Ainsi, en pleine crise économique, alors que de plus en plus de Belges ont des difficultés pour se loger, se nourrir, se chauffer ou se soigner, et oui, j'entends déjà le sale populiste que je suis, eh bien le ministre des Affaires étrangères, il a décidé d'offrir aux rebelles syriens 9 millions d'euros. Bien sûr, on est en train de nous faire croire que cet argent servira à des fins humanitaires, un mensonge de plus. Et comme vous le voyez, depuis des mois, notre pays ne fait que participer à la mise en place de régimes islamistes dans le nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. Alors, quand on vient prétendre partir en guerre pour lutter contre le terrorisme au Mali, eh bien j'ai bien envie de rire. C'est faux. Sous les apparences de bonnes actions, nous n'intervenons que pour défendre des intérêts financiers, dans une totale logique néocolonialiste. Il n'est véritablement pas cohérent de partir aider la France au Mali au nom de la lutte contre le terrorisme islamiste, lorsqu'au même moment, on soutient en Syrie le renversement de Bachar al-Assad par des rebelles islamistes qui souhaitent imposer la charia, comme c'est déjà le cas en Tunisie ou en Libye. Et il faut vraiment arrêter de nous mentir et de prendre les gens pour des imbéciles. Le temps est au contraire venu pour dire la vérité. En armant les rebelles islamistes comme les Occidentaux ont auparavant armé Oussama Ben Laden, cet ami des Américains avant qu'ils ne se retournent contre lui, eh bien les pays occidentaux en profitent pour implanter dans les nouveaux pays conquis des bases militaires tout en favorisant leurs entreprises nationales. Tout est donc stratégique. En Irak, nos alliés américains ont mis la main sur les richesses pétrolières du pays. En Afghanistan, ce fut sur l'opium et la drogue, toujours très utile pour se faire beaucoup d'argent assez rapidement. En Libye, en Tunisie, en Égypte ou encore en Syrie, le but fut et est encore actuellement de renverser les pouvoirs modérés pour les remplacer par des pouvoirs islamistes qui très rapidement deviendront gênants et que nous attaquerons sans vergogne sous prétexte de lutter à ce moment-là encore contre le terrorisme ou de protéger Israël. Et dont les prochaines cibles sont déjà connues. Dans quelques mois, je prends le pari que nos regards se tourneront vers l'Algérie et finalement vers l'Iran. Faire la guerre pour libérer des peuples d'un agresseur extérieur, c'est noble. Mais faire la guerre pour défendre les intérêts des États-Unis, faire la guerre pour défendre les intérêts de grosses sociétés comme Areva, faire la guerre pour mettre la main sur des mines d'or, ça n'a rien de noble. Et cela fait de nos pays des pays agresseurs et voyous. Personne n'ose parler, mais qu'à cela ne tienne, je ne me tairai pas et tant pis si ma lutte doit me faire passer pour un ennemi de ce système qui bafoue
bafouent les droits de l'homme au nom des intérêts financiers, géostratégiques et néocolonialistes. Bafouer ce régime et le dénoncer, c'est un devoir et une fierté pour moi. Et sincèrement, et je m'excuse pour le vocabulaire populaire utilisé, j'emmerde tous les soi-disant bien-pensants, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, qui sont aujourd'hui au basque de nos pouvoirs corrompus et qui se plairont à me tourner en ridicule. J'emmerde nos dirigeants qui jouent avec leurs bombes comme des gamins dans une cour de récréation. J'emmerde ceux qui prétendent être des démocrates alors qu'ils ne sont que des criminels de bas étage. Je n'ai pas beaucoup de respect non plus pour les journalistes qui ont le culot de faire passer les opposants pour des débiles mentaux alors qu'au fond ils savent très bien que ces opposants ont parfaitement raison. Je méprise enfin au plus haut point ceux qui se prennent pour les rois du monde et qui nous dictent leurs lois, car moi je suis du côté de la vérité, du côté de la justice, du côté de ces victimes innocentes du pognon à tout prix. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de m'opposer clairement à cette résolution qui envoie notre pays soutenir la France dans son opération néocolonialiste. Depuis le début de l'opération française, le mensonge est organisé. On nous dit que la France ne fait que répondre à l'appel au secours d'un président malien. On en oublierait presque que ce président n'a aucune légitimité et qu'il a été mis en place pour assurer la transition suite au coup d'État de mars 2012. Qui a soutenu ce coup d'État? Qui en est à la base? Pour qui travaille ce président de transition? Voilà le premier mensonge. Le président français François Hollande ose prétendre mener cette guerre pour lutter contre les djihadistes qui menacent, ils menacent, rendez-vous compte, le territoire français et européen. Mais quel vilain mensonge! En reprenant cet argument officiel, tout en profitant pour effrayer la population, en augmentant le niveau de la menace terroriste, en mettant en œuvre le plan Vigipirate, nos dirigeants et les médias font preuve d'un culot inimaginable. Comment peut-on oser sortir un tel argument alors que la France et la Belgique n'ont pas hésité à armer et soutenir les djihadistes en Libye et que ces mêmes pays continuent actuellement à soutenir ces djihadistes en Syrie? Ces prétextes ne servent qu'à cacher des desseins stratégiques et économiques. Nos pays n'ont même plus peur de l'incohérence, car tout est fait pour la cacher. Mais l'incohérence est pourtant bien présente. Ce n'est pas demain que vous verrez un Malien venir commettre un attentat en Europe. Non, à moins qu'on en crée un subitement pour mieux justifier encore cette opération militaire. On a bien créé le 11 septembre pour justifier l'invasion, l'arrestation arbitraire, la torture et le massacre de populations innocentes. Alors créer un terrorisme malien, bon, ça ne doit pas être trop compliqué pour nos dirigeants sanguinaires. Un autre argument utilisé pour justifier ces derniers mois les opérations militaires, c'est la protection des droits de l'homme. Ah, cet argument est encore utilisé aujourd'hui pour justifier la guerre au Mali. Mais oui, nous devons agir, car sinon les méchants islamistes radicaux vont imposer la charia au Mali, lapider les femmes et couper les mains des voyous. Oh, c'est vrai que l'intention elle est noble et salvatrice, c'est sûr. Mais pourquoi alors? Mais pourquoi, bon Dieu, nos pays ont-ils alors participé à l'accession au pouvoir en Tunisie et en Libye d'islamistes qui ont décidé d'appliquer cette charia dans ces pays qui étaient, il n'y a pas si longtemps de cela encore, modernes et progressistes? Je vous invite à demander aux jeunes Tunisiens qui sont à la base de la révolution de Tunisie s'ils sont heureux de leur situation actuelle. Tout cela, c'est de l'hypocrisie. L'objectif de cette guerre au Mali est très clair. Et puisqu'on n'en parle pas, je vais en parler. L'objectif, c'est de lutter contre la Chine et permettre à notre allié américain de maintenir sa présence en Afrique et au Moyen-Orient. C'est cela qui guide ces opérations néocolonialistes. Et vous verrez, quand l'opération militaire sera terminée, la France conservera bien entendu des bases militaires au Mali. Ces bases serviront aussi aux Américains. Et en même temps, parce que ça se passe toujours comme ça, des sociétés occidentales mettront la main sur des contrats juteux qui priveront de nouveau les pays recolonisés de leurs richesses et de leurs matières premières. Alors,
Soyons bien clairs. Les premiers bénéficiaires de cette opération militaire, ce seront les patrons et les actionnaires du géant français Areva, qui tentent depuis des années d'obtenir l'exploitation d'une mine d'uranium à Faléa, une commune de 17 000 habitants située à 350 km de Bamako. Et je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit qu'il ne faudra pas longtemps pour qu'Areva puisse enfin exploiter cette mine. Je sais pas, c'est une impression que j'ai. Il est donc hors de question que je participe à cette colonisation minière, cette colonisation des temps modernes. Et pour ceux qui doutent de mes arguments, je les invite sincèrement à se renseigner sur les richesses du Mali. Le Mali est un grand producteur d'or, mais depuis peu, il a été désigné, comme étant un pays qui offre un environnement de classe mondiale pour l'exploitation d'uranium. Mais comme c'est bizarre, un pas de plus vers une guerre contre l'Iran, c'est une évidence. Pour toute cette raison, et afin de ne pas tomber dans les pièges du mensonge que l'on nous tend, j'ai décidé de ne pas soutenir cette intervention au Mali. Je voterai donc contre. Et ce faisant, je fais preuve de cohérence, puisque je n'ai jamais soutenu par le passé nos interventions criminelles en Libye ou en Syrie, me profilant de la sorte comme le seul parlementaire de ce pays à défendre la non-ingérence et la lutte contre les intérêts obscurs. Je pense vraiment qu'il est grand temps de mettre un terme à notre participation à l'ONU ou à l'OTAN et de sortir de l'Union européenne si cette Europe, au lieu d'être un gage de paix, devient une arme d'attaque et de déstabilisation de pays souverains aux mains d'intérêts financiers et non plus humanistes. Enfin, je ne peux qu'encourager notre gouvernement à rappeler au président Hollande les obligations qui résultent de la Convention de Genève en matière du respect des prisonniers de guerre. J'en ai fait été outré d'entendre à la télévision, de la bouche du président français, que son intention était de détruire, je dis bien détruire, les terroristes islamistes. Alors je ne voudrais pas que la qualification utilisée pour nommer les opposants au régime malien, c'est toujours pratique aujourd'hui de parler de terroristes islamistes, soit utilisée pour contourner les obligations de tout État démocratique en matière de respect des droits des prisonniers de guerre. Nous attendons un tel respect de la patrie des droits de l'homme. Enfin, et pour terminer, permettez-moi de souligner la légèreté avec laquelle nous décidons de partir en guerre. Tout d'abord, le gouvernement agit sans la moindre autorisation du Parlement, il paraît qu'il en a le droit. Il envoie du matériel, des hommes au Mali. Le Parlement réagit par la suite, et quand il réagit, comme aujourd'hui, eh bien, cette institution n'est composée que d'un tiers de ses membres. Encore beaucoup moins si on parle des élus francophones. C'est donc une légèreté coupable qui ne m'étonne pas vraiment venant d'un Parlement de toutous soumis au diktat des partis politiques. Je vous remercie. Monsieur le ministre des Affaires étrangères. On est en situation tout à fait positive par rapport à la semaine dernière, mais le combat continue et ça sera long. Il ne faut pas s'imaginer. Le but, c'est de faire en sorte que le Mali retrouve sa souveraineté, son intégrité sur l'ensemble de son territoire. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Et s'ils récidivent, ils seront châtiés, à l'exemple de leurs devanciers. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Puis, s'ils cessent, ils seront pardonnés, car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. Et ton Seigneur révéla aux anges, « Je suis avec vous. Affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups, et frappez-les sur tous les bouts des doigts.
ceux parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, Allah est certainement dur en punition. Voilà votre sort, goûtez-le donc, et aux mécréants le châtiment du feu sera réservé. سنقاتلكم قتالا لم تشهدوا طوال تاريخكم. Cela vient d'être annoncé par Dieu à son messager. Partons-nous et partons les voies du Seigneur, ceux qui nous agressent. Sont les lieux d'où ils nous ont chassés. Car la persécution est le plus méprisable des crimes. Combattons ces hommes pour que la persécution n'existe plus, que la religion soit celle de Dieu. Mais s'ils doivent s'arrêter, nous devrons renoncer à la guerre. Car Dieu n'éprouve nul amour pour celui qui provoque la guerre. Combattons selon les voies de Dieu contre ceux qui nous combattent. Dieu est grand! Dieu est grand! Dieu est grand! Dieu est grand! Et voici les impératifs que le prophète nous impose à tous. Tu ne feras de mal ni à la femme, ni à l'enfant, ni au vieillard. Tu ne feras aucun mal à l'impotent. Tu ne feras aucun mal à celui qui travaille dans son champ. Tu ne pourras abattre aucun arbre. Ne frappe que celui qui t'a expulsé, qui a volé tes droits et qui s'est enrichi en s'emparant de tes biens. Bon. Maintenant, au puits de Pèdre. Ô vous qui croyez quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais qu'Allah connaît. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Et s'il s'en trouve 100, ils vaincront 1000 mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas.